les faits, parlons des faits. Et sur ces faits, les médias occidentaux présentent-ils une image fidèle de la situation du terrorisme au Sahel, ou carrément les faits sont-ils grossis, orientés, manipulés au service de l'impérialisme pénitent? C'est la thématique au cœur du forum de cette semaine et j'ai le plaisir d'accueillir au plateau Jules Domche. Bonjour. Bonjour Gilles. Comment allez-vous, chers confrères? Je vais très bien et je suis très heureux d'être à nouveau ici à Lomé et d'être à nouveau sur votre plateau. Nous également. Jules Domche, il est journaliste, politologue, diplômé des sciences politiques de l'Université de Yaoundé 2. Vous venez de publier Médias comme instrument de politique étrangère en Afrique, analyse de la guerre informationnelle. Oui, justement, c'est un livre qui est apparu il n'y a pas très longtemps. C'est un travail que je fais depuis des années parce que je suis homme de médias d'abord, donc journaliste. C'est un sujet qui m'intéresse, qui me préoccupait même, j'ai envie de dire, et je me suis dit, il serait peut-être temps de se pencher sur la question, parce que j'étais assez intrigué par le flot de médias, pas qu'occidentaux, qui arrosent le continent, et j'étais aussi un peu surpris par la manière avec laquelle ces médias étaient accueillis. Et je me suis intéressé à cela et je me suis posé une question centrale qui est un peu le fil d'Ariane du livre. Pourquoi des États peuvent dépenser autant d'argent pour créer des médias orientés vers l'extérieur et notamment vers l'Afrique? Quel est leur intérêt? Est-ce qu'ils ont un intérêt à ce que notamment nous autres Africains, nous soyons bien informés? Donc c'est la question qui m'a guidé et qui m'a poussé à faire ces recherches-là pour aboutir à la conclusion qui est le titre du livre, à savoir que les médias ne sont rien d'autre que des instruments au service des États qu'ils utilisent au gré de leurs intérêts pour faire passer leur message à travers le monde et ainsi contrôler les différentes opinions publiques. Un livre très intéressant. À travers ces médias, vous avez vu des agendas cachés, un véritable lavage culturel et éducationnel. À découvrir votre ouvrage Médias comme instrument de politique étrangère en Afrique, analyse de la guerre informationnelle. Signé Jules Domche, publié aux éditions Afridi. Afridi, justement, c'est une maison d'édition africaine qui commence à avoir pignon sur rue. Et naturellement, il n'y avait qu'une maison d'édition africaine pour accepter de publier un tel livre. Voilà. C'est à mettre à son crédit. Notre deuxième invité, son Excellence Sogoyou Kegewa est avec nous. Oui. Bonjour, Monsieur l'ambassadeur. Bonjour Gilles. Bonjour Gilles. C'est un plaisir de me retrouver devant un auteur. Je l'ai vu passer à la télévision ici déjà, mais on n'avait pas eu l'occasion de se serrer les pinces. Alors je vois le livre, j'ai juste jeté un coup d'œil. Mais c'est bon d'écrire des livres, mais le problème c'est que les gens ne lisent pas. De plus en plus. De plus en plus, les gens lisent. Le soir, on préfère une bière bien frappée à lire 2 ou 3 pages d'un livre. Donc j'invite nos étudiants, surtout ceux en communication. Il y a beaucoup d'écoles de communication à Lomé ici et ailleurs. À se pencher. Même école politique, ça va au-delà de la communication. Voilà, donc il faut que les gens commencent à comprendre le mécanisme par lequel graduellement on réduit le noir en esclavage. Voilà. Au passage, belle tenue africaine, excellence. C'est journaliste, c'est l'ambassadeur du Togo. Je rappelle aux fidèles téléspectateurs qui peuvent participer à ce débat. Dans la seconde partie, nous allons relayer vos messages via WhatsApp. Je vous rappelle le contact plus 228 96 46 10 31 plus 228 96 46 10 31. Et si vous nous suivez en différé sur notre chaîne YouTube officielle New World TV, n'oubliez pas de liker en même temps cette émission, le pouce bien levé. Abonnez-vous également à notre chaîne pour recevoir en temps réel nos programmes et puis partagez cette émission pour porter très loin la voix de l'Afrique qui change. Revenons donc à notre thématique. En milieu de semaine, je suivais une télévision occidentale, pour ne pas dire française. Ça m'arrive de temps en temps. J'ai tiqué quand dans les commentaires on m'a dit que Bamako va tomber sous peu sous la coupe des djihadistes.
J'ai du coup passé quelques coups de fil pour voir quelle était la réalité du terrain, si ces commentaires correspondent à ce qui se passe sur le terrain. Et cela m'amène à vous demander l'image des attaques terroristes au Sahel dans la presse occidentale. Est-ce qu'elle est juste? Est-ce qu'elle est erronée? Est-ce que les faits sont grossis ou manipulés tout simplement? Excellence Sogoyou Kegewe. Mais qu'est-ce qui t'étonne quand on te dit que Bamako va tomber aux mains des terroristes? C'est les mêmes médias, les mêmes commentateurs qui nous ont dit depuis longtemps que Moscou va tomber aux mains de Zelensky. Moi, je croyais qu'actuellement Zelensky est déjà assis au Kremlin. C'est les mêmes journaux, les mêmes radios, ils sont là, ils ont des débatteurs patentés, tel était colonel, celui-là était général, celui-là était ministre, celui-là était diplomate. Tous ont un point commun, leur ignorance abyssale de ce dont ils parlent. Alors maintenant, si on te dit que Bamako est aux mains des terroristes, mais qu'est-ce qui t'étonne? Ceux qui ont promu ces terroristes, c'est que c'est un travail de promotion. C'est pour intoxiquer les masses. Quand tu vois un pauvre type complètement paumé comme Imam Diko, qui sort, tu vois, les conneries qu'il raconte, c'est qu'il écoute les informations de ce genre. Il se dit, demain les terroristes seront à Bamako, il faut que je tire mon épingle du jeu, que je fasse le jeu de la France, peut-être j'aurai l'honneur d'être nommé Premier ministre. C'est pourquoi ce pauvre type, qui ne sait même plus s'il est imam ou il est politicien, sort et il raconte ça. Donc, c'est l'influence des informations sur nos esprits qui amène à de tels comportements, et c'est pourquoi nous devions faire extrêmement attention à la communication, parce que aujourd'hui c'est dimanche, les gens sont à l'église. Tu sais, en Afrique, chacun se croit plus catholique et plus chrétien que le pape ou le pope. Mais seulement les gens ne font pas attention à la Bible. Dans la Bible, il est écrit, au commencement était le verbe. Mais est-ce que les Africains font attention à ça? Le verbe aujourd'hui, c'est quoi? C'est la communication. Au commencement était la communication. Mais personne ne fait attention à ça. Donc, on laisse des médias extérieurs nous bourrer, et puis bon, on fait le connaisseur juste parce que ce matin, on a écouté tel média, et puis la bêtise suprême, c'est que quand c'est ces médias-là qui parlent, l'Africain est prêt à mettre sa main au feu. Ah non, c'est vrai, parce que c'est RFI qui a dit ça, donc c'est vrai. Mais quand tu vois la bêtise poussée à son sommet, mais tu comprends que nous sommes foutus. Donc je crois que le thème du jour, c'est d'attirer l'attention sur comment ces médias extérieurs travaillent et comment ils arrivent, malgré nos panafricanismes, nos cris d'orfraie, nos accusations, mais inconsciemment, nous sommes volontairement, nous nous ligotons nous-mêmes volontairement par rapport à ce que ces gens-là veulent faire passer dans nos esprits. Jules Domche, je voudrais qu'on prenne l'exemple de la situation du terrorisme. Sur ces faits-là, est-ce que les médias occidentaux nous renvoient à la réalité? Dans les choix rédactionnels, est-ce qu'il y a de la manipulation? Ben écoutez Gilles, vous ne pouvez pas faire cette analyse en détachant les médias des États auxquels appartiennent ces médias. Parce que comme je le dis dans le livre, les médias ne sont que des instruments, comme l'armée, comme la monnaie. Ce sont des instruments au service des États. Donc, vous ne pouvez pas penser qu'un média créé par l'État français, financé par l'État français, va dire quelque chose qui va à l'encontre de la politique étrangère de la France. C'est juste pas possible. Donc, si aujourd'hui, le sentiment que vous décriez, qui au demeurant est totalement vrai, est constaté, c'est justement parce que la France a perdu pied au Sahel. Et quand elle perd pied au Sahel, il est de bon ton pour elle d'utiliser l'un de ses instruments, en l'occurrence les médias, pour essayer d'inverser la tendance. C'est pour cela que vous allez effectivement voir que sur ces médias-là, ils vont se faire en quelque sorte le porte-voix d'une sorte de catastrophisme. Parce qu'il s'agit aujourd'hui, et c'est ça le but, de démontrer que le départ de la France du Sahel est une véritable catastrophe pour ces pays. Et comme Barkhane est parti du Mali, comme ils ont été également chassés, à l'occurrence l'armée française du Burkina Faso, ces pays sont incapables de lutter efficacement contre le terrorisme. Donc,
tous ces sujets que vous allez voir, ces débats, justement, comme le relevait l'ambassadeur, avec leurs experts, qui en réalité ne connaissent rien de la réalité du terrain, ne connaissent rien de l'Afrique, c'est justement pour démontrer à l'opinion publique africaine, en premier, et internationale, que l'Afrique ne peut pas venir à bout du terrorisme sans la France. Et j'ai envie de dire, c'est de bonne guerre. Ils ont créé ces instruments pour faire ce travail-là. C'est à nous, autres Africains, de faire très attention à ces médias et justement de développer des mécanismes pour s'en prémunir. Ah ben, ce que vous dites, il me semble, c'est suffisamment grave parce que quand vous parlez des médias comme des instruments politiques, ça veut dire que le journalisme est mort. L'honnêteté, l'impartialité. Vous savez, ça nous fait rigoler parce que justement, ce sont des dogmes et des concepts dans lesquels on a voulu nous enfermer. Moi qui suis journaliste, moi qui travaille pour un média, je peux le dire sans embâche, la neutralité, ça n'existe pas. Un média, c'est une entreprise comme une autre. Quand vous décidez de créer un média, vous avez un objectif. Et déjà, cet objectif fait en sorte que vous ne pouvez pas être objectif. Il ne faut pas se leurrer. Nous sommes le fruit de nos environnements. Nous sommes le fruit de nos cultures. Nous sommes le fruit de nos valeurs. Et tout cela nous influence. Donc on ne va pas penser parce qu'on est devenu journaliste ou parce qu'on se réclame de l'être qu'on est devenu un homme dépouillé de sentiments, dépouillé d'émotions, qui serait objectif et qui garderait une certaine froideur, quelle que soit la situation. Non, je le dis, et c'est pas moi qui le dis. D'ailleurs, ces États le réclament. Vous avez bien suivi Emmanuel Macron demander à ses ambassadeurs d'utiliser les médias de France Média Monde pour faire une contre-propagande contre la Russie. Il ne peut le faire que parce qu'il sait qu'il est le véritable patron de ces médias. Et ce n'est pas un fait du hasard. Si des médias comme RFI ou France 24 dépendent du Quai d'Orsay et non du ministère de la Communication, c'est bien parce que dans l'architecture de la politique française, ils savent que ces médias-là sont là pour ce service-là. Et ce n'est pas qu'une affaire de la France, ce n'est pas qu'une affaire des médias occidentaux. Toutes les grandes puissances au monde, même les puissances moyennes aujourd'hui, ont compris qu'on ne peut pas évoluer dans cet environnement sans avoir ses propres instruments de communication. C'est pour cela que vous verrez que la Russie également a fait cette offensive-là, en créant ses propres instruments. Oui. Vous verrez qu'au Rachid Toudé a fait une bonne pénétration. On a effectivement Al Jazeera et tout. Donc c'est un phénomène qui est global et qui est mondial. Malheureusement, on en parlera, l'Afrique est encore un peu en retrait par rapport à cela, ce qui est totalement dommageable. Mais j'aimerais quand même, parce que c'est peut-être important qu'on précise là, on n'est pas seulement dans une logique de manipulation de l'information. On est également dans le cadre de la propagande et je dirais même de l'apologie du terrorisme. Parce que c'est ce que ces médias font clairement aujourd'hui. Ils font de l'apologie du terrorisme. Et ça, on allant jusque parfois à recevoir des chefs terroristes, à interviewer les chefs terroristes. Marquant, je vous assure, c'est ce qui donne la chair de poule, c'est que vous avez un média, France 24 pour ne pas le nommer, qui a la géniale idée d'interviewer le chef d'ACNI. Je n'ose pas dire son nom parce que ce serait contribuer à faire de la propagande. Ils l'ont interviewé et ce qui est risible, c'est qu'ils nous disent on ne va pas diffuser l'interview, on va juste rapporter ses propos parce qu'on ne veut pas faire de la propagande. Mais soyons sérieux, Gilles. Quand vous m'invitez sur le plateau, moi, Jules Domché, vous me donnez cette tribune. Vous savez très bien que vous êtes en train de me donner une tribune. Vous savez très bien que ce que je vais dire va forcément influencer. Donc, vous faites déjà de la propagande. En fait, ils ont eu l'habitude de prendre des Africains pour des ignorants et des gens qui ne comprennent rien. La vérité, c'est qu'avec cet acte-là, ils ont redonné du poil de la bête à ACNI dans le Sahel. Et un fait qui peut vous démontrer que tout ça n'est pas anodin, c'est bien après l'interview avec ce chef d'ACNI que la France, comme par hasard, avec la complicité et l'aide de l'ancien président de Chine du Niger, Mohamed Bazoum, a réussi, par extraordinaire, à libérer un otage français, en l'occurrence Olivier Dubois, présenté comme journaliste, je préfère dire présenté comme journaliste, qui lui a été arrêté en 2001. Pourquoi? Parce que, semble-t-il, il avait rendez-vous pour faire une interview avec un chef terroriste. Dites-moi, quel type de relation pouvez-vous avoir si les terroristes sont aussi affreux, sont aussi inhumains, sont aussi infréquentables, comme on nous dit?
comment on peut avoir l'ambition d'aller interviewer un terroriste? Comment on se retrouve, journaliste, sur un terrain pas du tout contrôlé par une armée régulière pour aller faire une interview avec un chef terroriste au point de se faire enlever? Donc ce sont autant de faits qui devraient nous amener, nous autres Africains, à faire véritablement attention à ce qui est diffusé par ces médias-là et avoir énormément de recul par rapport à ce qui nous est donné à voir. Excellence. Soukourou Kegere, ah ouais. Oui. Les informations sur l'Afrique, donc, à vrai dire, dans les médias occidentaux, c'est pensé, c'est orienté, ça fait partie d'une stratégie de communication. Mais comme l'a souligné M. Domché, en réalité, Gilles, vous êtes journaliste. On ne crée pas un journal pour créer. On ne crée pas une radio, une télévision parce qu'on a trop d'argent. Bon, je vais aller créer une radio, une télévision. Non. On la crée parce qu'on a un projet dans la tête. On a une idéologie dans la tête qu'on veut imposer. C'est comme les gens, quand ceux qui créent les églises, c'est qu'ils ont un credo, ils ont un évangile à diffuser. Donc ceux qui créent les médias ont leur évangile à diffuser. Mais quand il s'agit des médias français, vous savez, c'est une honte. Les médias français sont aujourd'hui une honte dans tous les pays du monde. Même chez Kim Jong-un en Corée du Nord, on rougirait de ce que les médias français font. On étale le tapis rouge au chef terroriste et on le laisse parler. C'est les mêmes médias qui aujourd'hui amplifient les bêtises, les conneries du vieillard Imam Dicko. C'est les mêmes médias. Et il faut semer le désordre au Mali. Mais je crois quand même, les Maliens ont donné la preuve de leur soutien indéfectible au président Assimi Goïta et que ce n'est pas ce vieux grigou-là qui va leur faire perdre leur ligne de conduite. Donc, les médias français sont là, ce n'est pas à cause de la guerre. Et depuis toujours, parce que dans les médias français avant les années 60, 70, 80, 90, 2000, mais on ne diffuse sur l'Afrique que ce qui est mauvais. Les famines en Éthiopie, les famines en Somalie, les famines, les guerres civiles que eux-mêmes organisent, ça c'est du pain béni pour pouvoir vendre leur communication. Et puis les portraits des dirigeants politiques aussi sont en géométrie variable. Les hommes, oui. C'est ce que nous les Africains, nous n'avons pas compris. Regarde même, non seulement ces médias font ce qu'ils font pour nous intoxiquer, mais ils arrivent à retourner nos médias internes contre nos dirigeants. Aujourd'hui, c'est très vu, on est démocrate, on est ceci, d'insulter le président, d'insulter le ministre. C'est ces médias qui ont reçu ce tour de force. Vous créez un journal, vous êtes dans un pays, vous ne respectez pas les autorités. On ne dit pas, attention, on ne dit pas de cacher ce qui est mauvais, non. Je peux dénoncer un fait sans me livrer à des injures, disons, personnelles contre tel ou tel dirigeant. Donc, ils ont reçu ce tour de force de faire en sorte que même les médias intérieurs dans nos pays appellent nos dirigeants dictateurs. Parce que RFI dit que c'est un dictateur. Bon, le petit canard créé derrière Agoïnivé, lui trouve aussi que le président est dictateur. Moi, je crois que nous devions définir notre vocabulaire par rapport à nos dirigeants et les faire respecter comme tels. Chacun a son défaut. En Europe, où on nous traite de dictateur? Quel dictateur a réussi les prouesses de Macron? Gilet rouge, tabassé, éborgné, fracturé, enfermé. On marche pour les retraites. Tabassé, éborgné, massacré, on tue des jeunes. Dis-moi quel dictateur africain a reçu ce tour de force de la méchanceté gratuite, de l'oppression sanguinaire contre sa population aujourd'hui. Mais personne en Afrique ici n'oserait écrire que Macron est un dictateur. Est-ce que tu comprends ça? On va écrire que bon, tel président africain, c'est un dictateur. Et quand on leur dit de définir dictateur, pourquoi celui-là est dictateur, personne n'a la réponse. Aujourd'hui, tu parlais de géométrie variable. Naturellement, au Mali, c'est des putschistes. Au Gabon, c'est le président de la transition. Un président démocratiquement élu par un coup d'État français, bon, c'est le président de la transition. Et Assimi Goïta, c'est putschiste. Ibrahim Traoré, c'est putschiste. Tiani, c'est putschiste. Donc la géométrie variable est tellement visible que je crois qu'avec le temps, les Africains que nous sommes, nous allons commencer à prendre conscience des manipulations inacceptables de ces médias toxiques, ces médias véreux, payés par les oligarques,
Attention, ces médias roulent beaucoup d'argent et c'est les oligarques qui payent. Parfois, sur certains personnages, même dans l'histoire, je prends l'exemple de Bokassa. Sur sa tête, on a fabriqué des histoires incroyables, comme parfois un anthropophage. J'ai écouté des témoignages d'Alain Foka qui a même préfacé votre ouvrage. Oui, ça fait froid dans le dos. Celui qui peut le mieux en parler, justement, vous faites bien de le citer, c'est Alain Foka qui a enquêté, parce que justement, jeune journaliste à l'époque, il apprend comme tout le monde à l'époque que Bokassa était un anthropophage, ça veut dire qu'il mangeait de la chair humaine fourrée à la banane. Il faut peut-être préciser ça. Et c'était publié dans un très célèbre journal français, Paris Match, pour ne pas le nommer. Et il a entrepris de faire une enquête jusqu'à aller à la rencontre du cuisinier de Bokassa, qui tombait des nues en voyant qu'il avait accordé une interview dans Paris Match qu'il n'avait jamais bien sûr rencontré. Mais après le travail d'Alain, on a bien pu se rendre compte que c'était simplement des affabulations. J'ai envie de dire, ce qu'on est en train de faire aujourd'hui est fondamental et j'espère que les téléspectateurs qui nous écoutent vont vraiment faire attention à ce qu'on dit. Il ne s'agit pas ici d'être juste dans une logique propagandiste ou bien de porter le chapeau d'anti-occidentaux. Non, c'est pas de ça qu'il est question. Il s'agit à base des faits de démontrer ce que nous sommes en train de dire. Oui, vous êtes même de déconstruire l'opinion publique. De déconstruire justement ce qui est entré dans nos esprits. On parlait tout à l'heure justement de l'apologie du terrorisme, de la manipulation. Vous avez parlé du 2 poids 2 mesures. Je peux vous donner un exemple. En France, par exemple, il y a un célèbre humoriste, Dieudonné, pour ne pas le nommer, qui a été interdit de tous les médias français. C'est-à-dire pendant des années, on l'a totalement mis à l'écart. Pourquoi? Parce qu'on estimait qu'il avait un discours antisémite et que c'était très dangereux. Dites-moi, ce sont ces mêmes gens qui vous disent il vaut mieux donner la parole à un chef terroriste que de la donner à Dieudonné. C'est-à-dire qu'on n'accorde aucune interview à Dieudonné, mais on peut accorder une interview au chef d'ACMI. Non, tout ça, c'est de la manipulation. Et comme je vous disais, vous ne pouvez pas détacher ça d'une réelle politique extérieure. Parce que la connivence entre certains États occidentaux, notamment la France, et les terroristes, sont aujourd'hui démontrés et peuvent être sous-tendus par des faits réels. Si on revient sur l'exemple du Mali, les gens oublient vite en fait. Aujourd'hui, on essaye de nous dire, comme la France est partie, le Mali est fini. Mais on oublie que c'est avec la présence française que le terrorisme s'est développé dans le Sahel, s'est développé au Mali. Et qu'en plus de 10 ans d'existence, l'armée française, avec toute sa technologie, avec toutes ses connaissances, avec toute sa force, n'a pas pu détruire le terrorisme comme cela a été annoncé au départ. Je me souviens un expert français sur une télévision démontrer avec carte à l'appui que la situation au Mali aujourd'hui, parce que la France est partie en quelques mois et pire qu'avant 2012. C'est totalement la manipulation. Je vais vous expliquer de quoi cela procède. N'oubliez pas, et ça c'est documenté, on pourra en cas de besoin le démontrer. Quand les groupes terroristes commencent à faire leur progression vers le Mali, les renseignements français sont au courant. Ils ont laissé faire. Parce qu'ils avaient un agenda caché. Et si vous me permettez d'aller au bout, vous allez vous rendre compte qu'on oblige le Mali à demander cette aide. Parce que quand les autorités maliennes écrivent à la France, c'est justement pour demander un appui aérien. Un torchon manuscrit. Oui, bien sûr. Sauf que la France exige, à l'époque au président de la transition, Jocunda Traoré, de changer sa lettre et de demander un appui global permettant aux militaires français de venir au sol. Ça veut dire, moi je viens vers vous, Gilles, pour dire j'ai besoin de l'aide et c'est vous qui définissez le type d'aide dont j'ai besoin. Il y a déjà un problème. Et une fois que la France arrive avec l'armée malienne, il ne faut pas l'oublier, qui est au front, qui est en premier rang. Ils réussissent justement à repousser les terroristes, mais ils arrivent au niveau de Kidal. Qui empêche l'armée malienne d'entrer à Kidal? C'est l'armée française qui fait un blocus. Et l'armée malienne ne peut pas aller à Kidal. Et on se rendra compte plus tard que c'est à Kidal qui va servir de base armée aux terroristes, qui vont se réorganiser, qui vont se réarmer et qui vont commencer à se développer pour traverser le nord du Mali, aller au centre, aller à l'ouest et pratiquement occuper 80% du territoire malien. Voilà l'agenda. Et tout à l'heure, je vais laisser l'ambassadeur réagir. J'ai envie d'expliquer aux Africains qu'il ne faut pas être dupe. On doit se poser une question centrale aujourd'hui. Comment on peut expliquer qu'en si peu de temps, l'Afrique soit devenue le centre du terrorisme mondial?
On savait tous que le cœur du terrorisme, c'était au Moyen-Orient. Comment on a réussi par extraordinaire à déplacer ça en Afrique? Si le temps nous le permet, j'aurai l'occasion de revenir là-dessus. Mais bien sûr. Excellence, comment comprendre que justement, c'est au moment où l'armée malienne lance une offensive pour aller reconquérir Kidal, que dans les médias occidentaux, il y a véritablement des informations de toutes parts pour dire que la situation est catastrophique sur le terrain? Moi je dis ceci, la situation peut être catastrophique, les Maliens ont pour mission de défendre leur pays, on n'a plus besoin de la France, c'est tout, parce que aujourd'hui quand les Maliens vont au front, à la fin ils disent ah on a perdu tel nombre de soldats et on a, disons, ils ont une expression, neutraliser tel nombre de terroristes. La France, Macron nous ressasse les oreilles matin, midi, soir avec 50 combien de soldats français perdus. Pourquoi Macron ne nous dit jamais le nombre de terroristes tués par l'armée française? Parce qu'ils n'ont tué personne. Les terroristes, c'est leur protégé. Les terroristes, c'est leur ami. Vous avez dit pourquoi le terrorisme s'est saisi de l'Afrique alors qu'il était au Moyen-Orient. Mais on l'a importé du Moyen-Orient. AQMI, État islamique et tout, on les a importés à gros frais avec beaucoup d'argent. On les a amenés en Libye. De la Libye, on les a abondamment financés, armés, et on les a jetés contre les nègres. Faites attention. Nous les Noirs, on ne fait pas assez attention parce qu'aujourd'hui, le but, mais on dit globalement, pudiquement, on va réduire les populations. Non, on ne réduit pas les populations. On veut réduire, anéantir les nègres. Si vous n'avez pas ça en tête, on va crier au complotisme. Ah, l'ambassadeur fait non, c'est pas du complotisme. La vérité, c'est ça. C'est pourquoi, quand on tue les Noirs, on ne compte pas. Mais quand on tue les Français, on compte. Ce n'est pas un hasard. Donc ce terrorisme que nous connaissions au Moyen-Orient et au Proche-Orient, on l'a juste importé parce que les terroristes, c'est qui? C'est des humains. Eux aussi, ils ont besoin d'argent pour vivre. Quand on les appelle à Paris, on leur ouvre les antennes des grandes télévisions internationales pour parler, c'est qu'à côté, on leur a donné leur appartement, des comptes en banque. Donc, quand tu as ces facilités, tu n'as pas besoin d'une idéologie. Là où on t'envoie, tu vas. Et surtout, on te dit d'aller tuer les Noirs. Bon, jusqu'ici, dans la tête de certains Arabes ou Européens, tuer un Noir, bon, c'est pas aussi grave que ça, quoi. Donc, ils sont venus, ils font leur travail. Les médias, aujourd'hui, savent que la situation se retourne contre leurs protégés, les terroristes. Mais qu'est-ce qu'ils peuvent faire à part les soutenir en faisant croire que les terroristes font autre chose? On peut élargir l'exemple au Niger. Hein. Oui. Sous Bazoum, oui, le Niger était présenté comme un pays stable, qui était comme le terrorisme. Il a suivi que Bazoum, quand on arrête les terroristes, il est libéré pour qu'ils aillent tuer davantage de soldats et de populations nigériennes. Qu'est-ce qui te surprend qu'on dise que les terroristes sont en train d'avancer sur Bamako quand je te dis que les mêmes personnes nous ont dit sur leurs médias les Ukrainiens vont prendre Bakhmout. Était là-bas. Si l'ambassadeur le permet, oui, peut-être pour qu'on sorte de cette parenthèse. En fait, ce qui se passe aujourd'hui avec le terrorisme dans le Sahel, ce n'est que l'exécution d'un business plan qui a été bien construit. Un business plan. C'est un business plan qui a été très bien construit. Il faut savoir que quand les Occidentaux ont eu maille à partir avec justement certains régimes, notamment Bachar el-Assad et tout au Moyen-Orient, ils se sont réorientés vers l'Afrique. Mais tout ça a une raison. Et là, je vais vous recommander, si vous avez l'occasion à vos téléspectateurs, de suivre, je crois c'est la récente chronique de Nathalie Yamb sur justement l'ancien secrétaire d'État américain Henry Kissinger, qui développait la thèse selon laquelle pour que les États-Unis restent la première puissance du monde, il faut que les pays pauvres restent pauvres. Alors, comment on fait pour vous amener à rester pauvres? On investit justement pour vous empêcher de penser au progrès, vous empêcher de penser au développement. Quand vous regardez tous nos pays aujourd'hui, quel pays aujourd'hui dans le Sahel peut faire autre chose que de faire la guerre au terrorisme? On nous a obligés à faire la guerre contre notre gré. Aujourd'hui, si vous regardez les budgets de tous nos États, notamment ceux du Sahel, le budget le plus important est consacré à quoi? À la défense. Pourquoi? Parce qu'on doit acheter des armes. Parce que ne perdons pas de vue qu'une arme, c'est un produit comme un autre. C'est comme la bouteille d'eau que nous avons sur la table. Si on fabrique une arme, il faut la vendre. Et pour vendre des armes, il faut la guerre.
Si vous ne voulez pas faire la guerre, on va vous amener à la faire. Et aujourd'hui, nos pays sont obligés de mettre énormément d'argent pour acheter les armes. Tous ceux qui prétendent nous aider, s'ils voulaient vraiment nous aider, ils auraient permis à ce que dans nos pays, on puisse au moins fabriquer ne serait-ce que des cartouches, au moins des munitions. Mais on ne peut pas le faire. On est dépendant. Conséquence logique, on achète des armes. Et cela est parti avec la Libye. Beaucoup de gens ont vu juste un aspect de la destruction de la Libye et de l'assassinat de Kadhafi. Il est vrai qu'il avait ce projet panafricaniste, il est vrai qu'il avait ces différents projets qui inquiétaient, mais pour déstabiliser l'Afrique, notamment le Sahel, la Libye était clé. Parce qu'on savait très bien qu'après avoir assassiné Kadhafi, on allait créer quelque chose de totalement inimaginable. Ils le savaient avant, il ne faut pas penser qu'ils sont surpris. C'est pour ça que je parle d'un business plan. Ils ne pouvaient pas continuer à favoriser le terrorisme sans avoir investi. Et il est clair qu'aucun État n'aurait pris le risque officiellement d'armer les terroristes. Parce que comme vous le savez, les armes sont marquées, on peut savoir d'où vient telle arme, quand est-ce que ça a été fabriqué, de quelle origine c'est. Alors qu'en déstabilisant la Libye, on donnait un marché à ciel ouvert aux terroristes pour se ravitailler en armement et déstabiliser totalement le Sahel. Une fois qu'on l'a fait, qu'est-ce qu'on fait derrière? On vous vend la sécurité. C'est l'arrivée des Serval. C'est pour ça que je vous ai dit, c'est très important de le relever, que la France était au courant. Et elle n'a rien fait. Elle a laissé les terroristes progresser pour mettre les autorités maliennes dos au mur, les obligeant à venir faire recours à eux. Et c'était dans leur objectif la meilleure stratégie pour recoloniser militairement l'Afrique. Parce que là, quand vous avez des groupes terroristes, des groupes rebelles, parce que au-delà de ça, il faut ajouter encore des groupes indépendantistes et tout, on finit par s'y perdre. Vous vous retrouvez dans une situation où on vous dit, écoutez, nous on peut vous aider. Permettez-nous de nous installer. Et quand vous voyez le niveau d'investissement que l'armée française avait fait au Mali, vous comprenez qu'ils n'étaient pas là pour partir. Ils sont venus s'installer. Et c'est pour cela que même quand ils sont chassés du Mali, ils ne vont pas très loin. Ils vont retrouver refuge au Niger. Le but, c'est d'avoir une présence militaire claire pour pouvoir vous contrôler, permettre effectivement que vous soyez toujours dans une situation de précarité avec la fragilité que vous imposent ces groupes terroristes et ces groupes rebelles et vous obligez justement à vous battre au quotidien, non pas pour vous développer, non pas pour le progrès de vos populations, mais pour essayer d'exister. Et c'est pour ça que nous sommes aujourd'hui, dans la plupart des cas, au Sahel, dans ce qu'on peut appeler des quasi-États. Oui, Excellence, ça veut dire que finalement, ces coups d'État au Sahel, ça vient un peu perturber le plan... Non, mais bien sûr que les coups d'État ont perturbé le plan de ce que nous connaissons. Écoutez bien, c'est-à-dire qu'on a des faits, c'est-à-dire qu'on n'affabule pas, on ne raconte pas n'importe quoi. Les Occidentaux aujourd'hui, c'est quoi? Quand un président occidental, que ce soit en Europe ou en Afrique, arrive, il doit s'offrir comme trophée la tête d'un président du tiers-monde. Les Bush, ils sont allés prendre Saddam Hussein, ils l'ont pendu, ils étaient contents. Après, Sarkozy est venu au pouvoir avec les épaules qui remuent, lui s'est dit, ben, quel trophée je vais m'offrir? Bon, il ne va pas aller faire safari, tuer un éléphant ou bien un lion. Bon, on va s'offrir la tête de Kadhafi. Et aidé par qui? Par Obama. Obama donne l'élection en Amérique, avait donné beaucoup d'espoir aux Noirs. Mais c'est Obama avec Sarkozy qui se sont mis ensemble pour tuer Kadhafi avec les conséquences que nous avons aujourd'hui. Donc il faut qu'on arrête. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Macron, lui, a cru qu'il va s'offrir comme trophée des pays comme le Mali, comme le Burkina, comme le Niger. On essaie même des coups d'État contre le jeune capitaine Traoré. Donc lui aussi il veut mettre parmi ses galons, ses médailles, la tête d'un président africain. Donc c'est comme ça ne va pas changer. Ils ont besoin de tuer des chefs d'État africains pour prouver, pour sanctifier leur arrivée au pouvoir. Les généraux ou les colonels ou les capitaines du Sahel, n'étant pas des naïfs, puisque eux-mêmes ils ont fait leurs études dans ces pays, ils lisent, ils savent ce qu'ils ont dans la tête, ils ont juste pris le devant pour sauver leur pays de la débâcle. Ce qu'ils ont fait en Irak, ce qu'ils ont fait en Libye, ce qu'ils ont voulu faire en Syrie, c'est la même chose qu'ils veulent faire aujourd'hui au Mali, au Burkina et surtout au Niger, où l'uranium, le fameux uranium, risque d'échapper à tous les prédateurs qui l'ont pris cadeau depuis plus de 60 ans. Donc, quand tu vois ça, il ne peut pas dormir tranquille.
ils ne peuvent que dire ce qu'ils disent. Ah, les terroristes vont marcher. Et puis, il faut voir avec quelle jubilation les journalistes de ces médias français parlent des terroristes qui avancent. Est-ce que les terroristes avancent réellement? C'est là ma question. Quels terroristes avancent? Ils avancent vers où? C'est très grave ce qui se passe, Gilles. J'ai envie de vous dire, la situation ne peut pas être pire que ce que ces pays ont connu. Il ne faut pas se leurrer et écouter ce qu'on raconte. Je vous ai expliqué ici que le terrorisme ne s'est jamais autant bien porté dans le Sahel que pendant la présence de l'armée française, qui est l'une des armées les plus puissantes au monde. Donc vous comprenez très bien que soit on n'était pas là pour lutter contre le terrorisme, soit il y a quelque chose qui ne marche pas. Et en plus de l'armée française, pour le cas du Mali, vous aviez également la MINUSMA. C'est-à-dire vous avez par extraordinaire des gens qui s'asseyent à l'ONU, qui sont censés être des gens super intelligents, super brillants, qui vous votent une résolution pour dire, écoutez, le Mali est attaqué par les djihadistes, on va essayer de les aider, on va envoyer des forces là-bas, mais des forces d'interposition qui vont aller regarder. C'est-à-dire interposition entre l'armée et les terroristes. C'est-à-dire vous êtes en pleine guerre et on vient dire qu'on veut maintenir la paix. C'est quand même quelque chose d'assez ahurissant. Et il n'y a que des Africains pour gober de telles inepties. Ce qu'il faut comprendre, parce que vous avez évoqué la question des coups d'État. Oui, les coups d'État sont venus perturber le bon déroulement du business plan qui était prévu. Et pour vous en convaincre, vous voyez l'appréciation qu'il y a des coups d'État. N'oubliez surtout pas que le premier coup d'État au Mali a été salué par la France, parce qu'ils espéraient le récupérer. La preuve, le général Bandao, à l'époque, avait été reçu en grande pompe à l'Élysée, et je me rappelle qu'une autorité française avait dit que les autorités de transition ont fait en quelques mois ce qu'on n'a pas réussi à faire en 7 ans. Quand ils se sont rendus compte, et je crois que les autorités maliennes actuelles se sont rendues compte de la supercherie, ils ont procédé à un deuxième coup d'État qu'on a appelé la rectification pour effectivement prendre les véritables leviers du pouvoir. C'est la même chose qui s'est passée au Burkina Faso avec Damiba, qui a été reçu par Alassane Ouattara, qui était un bon poutiste. Traoré, lui, c'est un mauvais putschiste. Pourquoi? Parce que ces jeunes officiers se sont inscrits dans une logique de disruption totale. Ils ont dit, on ne peut pas continuer à faire la même chose et espérer un résultat différent. On veut voir autre chose. On veut changer. Parce que vous ne pouvez pas expliquer, même à l'Africain le plus naïf, que vous avez les États-Unis, la France, on a créé G5 Sahel, Takuba, Serval, Barkhane, toutes ces forces-là n'arrivent pas à vaincre ceux qui sont présentés comme des voyous, comme des rebelles, qui sont présentés comme des désœuvrés, qui se retrouvent avec des armes. Si les meilleures armées du monde réunies n'arrivent pas à vaincre ces gens-là, il y a quelque chose qui ne va pas. Et Bazoum va jusqu'à dire qu'ils sont mieux outillés, mieux aguerris que les armées nationales. Un chef d'État vous dire que les terroristes sont plus forts que l'armée de son pays, vous comprenez qu'on marche en plein là sur la tête. Donc c'est une réalité qu'on ne peut pas nier aujourd'hui, et c'est pour ça que c'est important qu'on le fasse. Donc ces médias sont dans leur rôle. Ils sont là pour créer le catastrophisme, comme je l'ai dit tantôt. Il s'agit de montrer que l'armée malienne est incapable. Regardez juste comment l'information est traitée. L'armée malienne a lancé une offensive vers Kidal. Regardez comment ces médias parlent de tout cela. Ils vont chercher plutôt des éléments pour dire qu'on est dans une logique de propagande et que ce que l'armée malienne annonce n'est pas la réalité sur les faits. Mais à chaque fois qu'il y a une attaque terroriste, regardez comment c'est amplifié dans ces médias. Mais dites-moi, si on est un peu intelligent, de quoi vivent les groupes terroristes? Qu'est-ce qui fait leur force? C'est justement qu'on parle d'eux. C'est pour ça qu'ils font des actions d'éclat. Et nous, justement, à Vox Africa, ça fait pas longtemps. Moi, j'ai pris la résolution où j'ai réuni mes équipes. J'ai dit, on ne fait plus qu'à des attaques terroristes. Parce que si on veut être un peu logique, si un terroriste frappe et personne n'en parle, il a mal. Parce que le but du terroriste, c'est de créer la terreur, c'est de faire peur. Et c'est de créer une sorte de surenchère. Regardez comment, quand il y a une attaque terroriste, c'est traité par les médias occidentaux, on présente le catastrophisme. Mais quand l'armée malienne a réussi à reconquérir toute une partie de son territoire, vous ne voyez pas les mêmes reportages, vous ne voyez pas le même encensement. L'exemple que j'ai envie de prendre, et je termine par là, c'est une situation que nous avons vécue, parce que nous avons passé quand même pas mal de temps au Mali pour couvrir cette crise-là. Vous vous rappelez tous du fameux massacre de Moura, où on nous a annoncé en grande pompe que l'armée du Mali a massacré sa propre population, a tué des civils, etc. Moi, j'ai été tellement intrigué, et avec les équipes sur place, on s'est dit, mais il faut pouvoir clarifier cette affaire. Et on a pris le risque, avec le soutien, bien entendu, de l'armée malienne, d'aller sur le terrain à Moura, se rendre compte de ce qui s'était réellement passé. Parce que moi, je me t'ai posé une question basique, d'humain. Quel intérêt l'armée malienne
à massacrer sa propre population quand elle sait qu'elle a besoin de cette population-là pour lutter contre le terrorisme. Alors quand vous arrivez à Moura, vous avez froid au dos, parce que quand vous rencontrez des vrais acteurs, ils vous disent, bon, nous on n'a pas reçu des gens ici pour ça, et Human Rights Watch, je crois en l'occurrence, qui avait fait l'enquête, ils vous disent, non, on a eu des gens au téléphone qui ont dit ceci, et dans le reportage de Jeune Afrique, qui est tout simplement un véritable scandale, les gars vous disent que l'un de leurs témoins, c'est des 2 jeunes qui ont aidé l'armée malienne à enterrer les civils. Je me suis dit, soit l'armée malienne est composée de soldats tellement nuls et des officiers aussi bêtes, vous ne pouvez pas faire un crime, un massacre de cette envergure, et les 2 témoins oculaires, vous les laissez en vie. Même dans le scénario le plus fou de l'eau. Mais est-ce qu'on a besoin de 2 individus pour l'enterrer? Admettons même qu'il y ait eu ces 2 individus. La logique aurait été qu'après avoir fini, si l'armée ne voulait pas elle-même faire le sale boulot, qu'ils rejoignent ceux qui venaient d'enterrer. Vous ne pouvez pas laisser 2 témoins oculaires comme ça, alors que vous savez, comme par hasard, ce sont ces 2 témoins qu'ils ont pu avoir. Donc c'est pour montrer le niveau de manipulation, et cette information-là a fait le tour. Vous pouvez aller même sur Internet aujourd'hui, vous allez retrouver justement cette kyrielle d'informations. Pourquoi? Parce qu'il fallait diaboliser l'armée du Mali pour justifier justement un agenda. Et je termine par là, si vous permettez, Excellence, pour vous dire que c'est un plan qui est stratégique. Et c'est pour ça que je parle d'instruments. Vous avez les ONG qui sont leurs instruments. Alors, les ONG, elles ont leur mission. Elles font le travail en amont, avec les rapports, etc. Les médias font quoi? Amplifient. Et les politiques s'appuient sur cela pour justifier leur action sur le terrain. Donc, on commence. Human Rights Watch. L'armée malienne, c'est une armée irresponsables, c'est des voyous, ils tuent leur propre population. RFI France 24, BBC et tout le monde, on reprend, on donne du poids et tout. Et maintenant, les autorités françaises peuvent dire, on ne peut pas laisser un peuple tuer, on ne peut pas laisser des dirigeants tuer. On prend une résolution. Il faut qu'on aille à l'ONU pour prendre une résolution. C'est ce qui s'est passé exactement avec Kadhafi, pour qu'on puisse avoir cette résolution à l'ONU pour tuer Kadhafi et détruire la Libye. À Moura, au fait, combien de cadavres sont supposés? Je ne sais pas, hein. Ils ont dit qu'on a tué combien. Bon, il y avait des chiffres qui variaient, on parlait. La France a bombardé en plein jour, au vu au sud de tout le monde, un convoi nuptial. C'est-à-dire que des mariés, 19 personnes mortes, des femmes, des enfants, personne ne dit rien. Human Rights Watch, ni vu. Amnesty, ni vu. Nations Unies, ni vu. MINUSMA qui est là-bas pour ce les Nations Unies ont fait une enquête. Ils ont fait une enquête. Est-ce qu'on a besoin d'une enquête quand on a bombardé les gens du ciel et que ceux qui étaient là-bas pouvaient compter les cadavres? Quelle enquête? C'est juste pour noyer le poisson dans l'eau. Ça, personne n'a vu. Je vous ai dit ici la dernière fois que si la France vous tue, vous êtes mort démocratiquement et que c'est une bénédiction. C'est seulement quand un autre vous tue que ça pose problème. Donc la France qui massacre des convois de mariés passe encore pour un saint, et des soldats qui sont au front, qui dans une bataille ont tué des gens, on dit ils sont mauvais. Vous croyez que quoi? Parce que quelqu'un est habillé en civil. Moi je suis militaire. Le type sous sa djellaba, ça dit que son habit long, il sort une mitraillette et moi je vais dire non, comme il est en civil, bon tu peux me tuer. Hein. La France dira que je suis un bon gars parce que je ne t'ai pas tué. Nous devions arrêter nos stratégies de défense, nos lignes de défense. Si tu es civil, tu fais le clown, on t'abat. C'est tout. Mais une dernière question avant la pause, Sogoyo Kegewe. Est-ce que les États de l'Iptako Gourma, les États du Sahel, est-ce qu'ils ont raison justement de suspendre les médias occidentaux, notamment les médias français? Mais ils auraient dû commencer par ça, parce que la guerre commence par les médias. C'est les médias qui préparent le terrain. Et en 1945 ou 1944, avant le débarquement en Normandie, quand De Gaulle était à Londres, mais comment De Gaulle a pu mobiliser les résistants français pour s'organiser et supporter ceux qui débarquaient? C'est pas la radio. Ici, Londres, hein, les croix de l'automne bercent mon cœur, les sanglots de croix de l'automne bercent mon cœur d'une langueur monotone. C'était des codes, des messages codés. C'est comme ça, vous ne pouvez pas utiliser les médias de l'ennemi et croire battre l'ennemi. Donc ces médias toxiques, ces médias racistes, ces médias négrophobes, mais il faut les fermer.
pas seulement dans les pays où il y a la guerre, mais dans les pays environnants. Oui, mais pourquoi l'Afrique ouvre son champ aux médias étrangers qui sont là à ciel ouvert, alors que les médias africains ont du mal à être acceptés dans ce pays? L'Afrique, le noir colonisé n'a pas encore décolonisé son esprit. Je te dis que des gens respectent plus la parole de RFI que la parole de la Bible. Parce que c'est le blanc qui a dit, donc c'est vrai. Il faut décoloniser les dirigeants de l'Afrique. La France ne peut pas accepter, elle a prouvé que dans une guerre contre la Russie, que des médias russes soient en France pour parler. Est-ce que vous avez vraiment maintenant besoin de l'autorisation de quelqu'un pour fermer les médias dont les propriétaires font le sponsoring du terrorisme qui massacre vos populations? C'est pas sérieux. C'est de ne pas fermer ces médias qui est un scandale pour nous, les Africains. Les Français nous ont donné l'exemple, Sputnik fermé, Rocha Touré fermé, c'est normal. Parce qu'ils craignent que ces médias ne disent au peuple français la réalité du terrain. Ils les ont fermés. Aujourd'hui, nous aussi, on devait fermer leurs médias pour qu'ils cessent d'intoxiquer nos populations, de soutenir des larbins comme Imam Diko, qui machin. Il faut en finir avec ça. Dans la seconde partie, je vais vous lancer sur l'émergence de groupes africains capables de s'imposer. Dans votre livre, vous en avez parlé, vous dites qu'il y a des velléités de constitution de médias importants en Afrique aussi. Mais pour le moment, pourquoi l'Afrique a accepté d'ouvrir ses vannes à ces médias occidentaux finalement qui engloutissent? Il y a beaucoup d'ignorance, mais il y a aussi beaucoup de manipulation. La plupart des dirigeants africains, notamment dans les pays francophones, comme vous le savez, souffrent d'une véritable crise de légitimité. Ce n'est pas le fruit de la population. La preuve, c'est que ceux qui ne sont pas liés ont le courage de franchir ce pas-là. Ces médias arrose l'Afrique, et dans le livre je parle justement de l'Afrique qui serait une sorte de poubelle du monde en termes médiatiques. C'est la seule partie du monde où on reçoit toutes les chaînes, et même comme le disait l'ambassadeur, des chaînes qui luttent clairement contre vos intérêts. Vous les laissez diffuser, c'est juste inadmissible. Alors que vous savez que l'inverse n'est pas possible. Donc c'est d'abord une mission de souveraineté. Les ondes, les fréquences appartiennent aux États. Pourquoi on pense qu'on va donner des fréquences FM à RFI dans toutes les capitales d'Afrique francophone et on ne peut pas réclamer la réciprocité au moins? Donc il y a un réel combat à ce niveau-là. Ouais, on va reprendre ce combat dans la seconde partie de New World Forum avec les contributions des téléspectateurs qui sont attendus au plus 228 96 46 10 31. Mais là, nous marquons une pause pour des impératifs commerciaux et le journal à la suite. À tout de suite.